Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Maxime Guenoun, à qui je vais laisser le soin de se présenter sur ses affinités, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il aime faire en cardiologie. Alors, je suis un cardiologue du Sud, installé à Marseille, et donc plus investi dans la rythmologie interventionnelle et notamment les devices. Et j'ai un exercice mixte, libéral et hospitalier. Alors, si je vous ai demandé de répondre à quelques questions, c'est parce ce congrès est placé c'est placé sous le signe de la surveillance à distance de nos malades. Et en rythmologie, on a quand même peut-être un peu plus d'expérience que dans les autres domaines. Et ça vaut le coup quand même de faire un point aujourd'hui par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors on a sûrement été des précurseurs en effet parce que peut-être que la rythmologie s'y prête parfaitement et notamment les devices. Les devices c'est quand même techniquement quelque chose qui est innovant et depuis des années on sait recueillir des informations dans les devices et maintenant on sait les transmettre. Donc ces patients-là méritent, on y reviendra sans doute, une surveillance particulière de par le profil de la pathologie et donc on peut exploiter les signaux qui sont recueillis et à distance et donc faire une réelle surveillance de ces patients. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a surveillance et surveillance parce qu'il peut y avoir toute une gamme de méthodes de surveillance, de moyens, et qui ne sont pas toujours possibles à mettre en œuvre, qui ne s'appliquent pas à tout le monde, où on en est au moins en rythmologie, puisqu'on a du recul. Quel type de surveillance, de e-surveillance? C'est un point très important, c'est-à-dire qu'il y a la télésurveillance qui peut être simplement du télésuivi ou de la téléconsultation qu'on ne peut pas mettre, ça n'est pas exactement de la téléalerte. Et donc si on voulait faire du suivi permanent 24/24, il faudrait des moyens considérables en termes de traitement de données. Il y a un nombre de patients très important qui est équipé de devices. Et donc effectivement, une limite aujourd'hui qu'on doit bien comprendre, c'est que c'est une forme de téléconsultation avec une certaine périodicité. Il y a des alertes qui peuvent être transmises, mais derrière, au bout de la chaîne, il faut des gens qui analysent tout ça, qui les transmettent au médecin, que le médecin réagit, donc il y a un temps de réaction. Donc aujourd'hui, attention, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas de la surveillance instantanée, minute par minute, de tout ce qui peut se produire. Donc, si on voulait vraiment faire de la surveillance instantanée, il faudrait des structures énormes avec du personnel, et le médecin ne pourrait pas être en première ligne de toute façon. Du personnel, effectivement, trier l'information, des ordinateurs considérables, des centres de surveillance considérables. Et il y a un problème médico-légal. Ça voudrait dire que je vous implante quelque chose, il ne peut rien vous arriver. Et je vais offrir une surveillance 24/24. Et donc, s'il y a un problème de matériel, s'il y a un problème rythmologique, je vais être responsable de ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc, aujourd'hui, c'est de la téléconsultation. Et on y reviendra peut-être, une certaine forme de télésurveillance. On peut les prendre l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on entend par téléconsultation? Téléconsultation, c'est l'opportunité éventuellement, par exemple pour des porteurs de devices, de ne pas se rendre dans une consultation face-face avec les coûts que ça engendre. Alors c'est des temps de consultation, c'est des frais de transport. Il y a des patients qui vont dans un centre d'implantation qui est à 100 km. Et donc on pourrait très bien interroger la prothèse, savoir si tout se passe bien, si dans les mémoires il n'y a pas eu d'événement particulier, et éviter un certain nombre de consultations face-face. Et ne revoir le patient qu'une fois par an, ou peut-être même pas sur des patients simples qu'on pourrait suivre à distance. Et la télésurveillance proprement dite, le contrôle périodique? Alors la télésurveillance, une fois de plus, ça ne peut pas être permanent, mais de façon périodique, on pourrait avoir un regard et un certain nombre d'alertes sur du matériel. Alors ça s'y prête chez des patients à haut risque avec un matériel sophistiqué. Exemple. Voilà, l'exemple d'un patient porteur d'un défibrillateur, on peut être inquiet à juste titre sur le maillon faible qu'est l'électrode. Cette électrode peut se déplacer, cette électrode peut rompre. Et peut survenir une fibrillation ventriculaire qui à ce moment-là ne sera pas traitée. Donc ce matin, on a vu un cas tout à fait avec Philippe Maury dans la session que nous animions, caricatural. Un patient implanté, vu à la consultation un mois plus tard, tout va bien. Et on lui dit, revenez dans 4 mois. Sauf qu'avec la télésurveillance, on a une alerte qui arrive le lundi matin, elle est exploitée. Et cette alerte dit, les impédances, un certain nombre d'éléments techniques nous font penser qu'il y a un déplacement ou un problème sur l'électrode. On est en janvier. On aurait dû le voir au mois de mai. On convoque le patient et on s'aperçoit qu'il y a un déplacement de l'électrode. Cette électrode a été remise en place, donc grâce à cette télésurveillance, et le patient présente une fibrillation ventriculaire en février qui a été traitée. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'on l'aurait vu au mois de mai, il y aurait eu un défaut de défibrillation en février et le patient serait mort. Donc la télésurveillance, c'est quand même une périodicité de surveillance, un suivi qui est efficient
sur un matériel dont il faut s'assurer qu'il est parfaitement en état de marche. Donc c'est peut-être pas l'idéal, on n'a pas tout révolutionné, mais quand même, c'est un progrès. C'est un progrès et ça va du plus compliqué au plus simple. Aujourd'hui, on est dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral. Un simple pacemaker, c'est un outil de surveillance. Survient entre 6 mois, par exemple, qui est le délai habituel pour revoir ses patients, ou 1 an de la fibrillation atriale. On peut indiquer un traitement anticoagulant, un traitement antiarythmique, parce qu'on aura détecté la fibrillation atriale. Alors on n'est pas dans l'urgence absolue, mais si on interroge une fois par semaine la prothèse grâce à un système de transmission à domicile, eh bien on va convoquer le patient, lui dire attention, on ne se revoit pas dans 6 mois, mais vous venez plus précocement, on a détecté la fibrillation atriale, on a un électrocardiogramme embarqué qui le prouve, et il faut mettre en place un traitement anticoagulant ou une stratégie. Donc on anticipe, on peut prévenir des complications. Est-ce que tous les matériels sont habilités, aptes, comment dire, à faire cette surveillance périodique ? Alors tous les constructeurs ont développé ça, c'est un enjeu incontournable. Le problème, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de budget attribué à cela. Ni aux constructeurs, il y a de faibles budgets, il y a une petite option, un petit plus, un petit bonus de prix au moment de l'implantation si on branche la télécardiologie, mais pas pour tout le service rendu. Et il n'y a surtout rien pour le praticien. Donc aujourd'hui, tout le monde se lance là-dedans, mais sans moyens. Donc on a compris qu'il fallait beaucoup de moyens, c'est une limite. Tout le monde veut être en position au bon moment, quoi. Oui, parce que ça va devenir incontournable. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on a cette possibilité de suivre des défibrillateurs, donc d'anticiper des événements cliniques, de prévenir des morts subites sur des défaillances du matériel, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avancer dans ce sens. Alors, la probabilité de décès est sans doute liée à une fibrillation aiguë ou quelque chose comme ça. Quand même, tant qu'on n'en a pas la preuve, est-ce qu'on a des études en cours qui vont nous permettre de dire que cette démarche est efficace et permet effectivement de prévenir des événements ? Alors il y a des études cliniques qui ont montré la pertinence, c'est vrai. Il y a des études médico-économiques qui disent que c'est aussi un modèle tout à fait viable par les économies qu'on peut faire en anticipant les complications qui coûtent très cher, en diminuant le nombre de consultations face-face et de déplacements. Et puis oui, il y a une certaine rentabilité par rapport aux événements. Alors, on n'a pas de grandes études pour montrer que finalement, une intervention beaucoup plus précoce sur un patient qui décompense sur le plan de l'insuffisance cardiaque, qui fait de la fibrillation atriale, il faut des grands nombres, des grandes études. Mais quand même, tout laisse à penser qu'il y aura un bénéfice et médical et médico-économique. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où vraiment le suivi à distance a au moins montré de façon ponctuelle, répétée, qu'il marche. On attend encore les grandes études, mais on n'est pas dans la situation d'autres pathologies comme en prévention pharmacologique ou autre chose. C'est quand même complètement différent. Oui, on sauve des vies, on prévient des événements, des accidents vasculaires cérébraux, des décompensations cardiaques, c'est clair. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen qui fait sa preuve. Et il y a la preuve du concept parce que ces patients-là et ces cas cliniques-là, ils existent et il n'y avait pas d'autre moyen de faire. Est-ce que les problèmes financiers représentent les seules limites à cette approche ? Mais pas forcément, parce qu'il y a certainement un problème financier. Il va y avoir des problèmes médico-légaux, la disponibilité. Là, on est en train de se dire que si on faisait de la surveillance jusqu'au boutiste de ces patients-là, c'est une mise en jeu de moyens qui est énorme. Et on peut imaginer, alors, si on veut être très futuriste, de la géolocalisation du problème. Le SAMU pourrait se déplacer parce qu'on sait par la télécardiologie que le patient est en train de faire une fibrillation ventriculaire et qu'éventuellement son défibrillateur ne l'a pas défibrillé. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, quoi. Donc, et puis il y a l'aspect médico-légal, et puis il y a les aspects réglementaires. C'est assez compliqué. C'est de la surveillance, c'est de la connexion. Qui est responsable ? Aujourd'hui, qui est responsable ? Là aussi, c'est compliqué. Le constructeur, les autorités, les médecins. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup de responsabilités à partager. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Savoir qui va endosser les responsabilités, où sont les budgets, qui va être rémunéré. Voilà, c'est compliqué. Je vous remercie pour cette intervention. C'était très enrichissant. Merci. De rien.